Bonjour et bienvenue dans les 4V, Clément Bonjour. Beaune. Stanislas Guerini, ce matin, veut lever le tabou du licenciement des fonctionnaires. Sujet hautement inflammable, est-ce que vous y êtes favorable ? Stanislas Guerini a raison de vouloir une réforme de la fonction publique parce que c'est dans ce cadre qu'il a évoqué cette piste. Il a lancé une concertation hier, c'est le début d'un processus, sur toute une série de sujets, y compris celui-là. Moi, je pense qu'il faut en effet ne pas avoir de tabou, mais la réforme de la fonction publique, elle ne vise pas à pointer du doigt les fonctionnaires. Le licenciement possible des fonctionnaires, ça serait quand même une petite révolution. Non, d'abord, ça existe. Je suis fonctionnaire, je Oui. sais un peu comment ça marche. Ça existe, mais c'est dans des cas d'insuffisance professionnelle, de fautes importantes. Et je crois que c'est un des sujets, parmi beaucoup d'autres, et pas le sujet premier d'ailleurs, que Stanislas Guerini veut évoquer. Mais je l'ai dit, moi je suis très attaché à la fonction publique, j'en viens, j'y suis encore. J'ai vu comment ça fonctionnait, il y a des blocages énormes. Quand vous êtes un fonctionnaire qui a fait telle école ou tel concours, vous êtes quasiment assigné à une fonction pendant toute votre vie, à un ministère, à une fonction donnée, à un métier particulier. Donc vous dites oui, il faut tout mettre sur la table. Il faut tout mettre sur la table, les questions de formation, les questions de mobilité. Par exemple, est-il normal qu'on puisse exercer des responsabilités à haut niveau dans la fonction publique, dans un grand ministère, sans avoir jamais travaillé dans une collectivité, dans une association ou dans le secteur privé? Je ne pense pas. Et donc, ce sont ce genre de règles qu'il faut remettre en question. On a une fonction publique avec des fonctionnaires très dévoués, très engagés. Moi, j'ai pu le mesurer au quotidien, y compris comme ministre, jour et nuit, mais qui sont souvent mal récompensés pour cet engagement. Clément Beaune, ça va pas bien, les caisses sont vides, déficit abyssal en 2023, ça s'annonce guère mieux pour cette année. Le gouvernement va faire des économies majeures, 10 milliards au moins cette année, 20 milliards au moins l'an prochain. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un projet de loi de finances rectificatif, autrement dit, qu'on remette le budget sur la table à l'Assemblée ? Non, mais ça a été clairement dit, je crois, par le gouvernement. Ça a été clairement évoqué dit par le Emmanuel président. Macron, mais Bruno Le Maire n'a pas l'air d'être tout à fait de cet avis. Je ne crois pas qu'il y ait plusieurs lignes. Il n'y a pas de projet de loi de finances rectificative. Il y a eu un décret qui a été pris par le gouvernement, discuté d'ailleurs avec les parlementaires il y a quelques jours. 10 milliards d'annulation de crédit, c'est inédit et c'est un effort important. Et aujourd'hui, il n'y a pas lieu d'agiter ni des peurs, ni des perspectives angoissantes pour le reste de l'année. J'ai l'impression que c'est le grand truc du moment, c'est ne faisons pas peur aux Français avec les finances. Mais là aussi, le sujet des finances publiques, il mérite beaucoup de méthode et beaucoup de sang-froid. Est-ce qu'il y a des économies à faire pour ce budget, mais surtout pour les années qui viennent? Oui. On le sait, sur l'ensemble des dépenses publiques, pas seulement sur l'État, on parlait des fonctionnaires, ils ne vont pas porter tout l'effort eux-mêmes, ce serait injuste. Donc il faut que les collectivités, que la sécurité sociale fassent aussi un effort. Mais un budget, vous savez, moi j'ai justement travaillé au ministère des Finances, on disait souvent c'est comme un barbecue. Vous avez un type qui le fait, puis tout le monde autour qui donne son avis. Bon, il faut éviter cet effet barbecue, ou le concours Lépine, où chacun, chaque jour, donnerait une piste d'économie, une idée bonne ou mauvaise. On construit le budget 2025 pendant 3 ou 4 mois jusqu'à l'été et l'automne prochain, et le budget 2024, pour l'instant, sauf que le budget de 2023 était complètement hors les clous, que le budget 2024 est insincère, disait Eric Ciotti ici même, et qu'on a quand même clairement un ministre de l'économie et son président de la République qui sont un peu dissonants. Est-ce qu'on peut avancer comme ça ? Pas commenter des rumeurs de coulisses, des positions des uns ou des autres. Vous savez que c'est pas que des rumeurs. Non, mais qu'il y ait besoin d'avoir une gestion rigoureuse et plus rigoureuse cette année, c'est un fait. C'est pour ça qu'il y a eu ce décret d'annulation de 10 milliards. Qu'il faille égrener chaque jour des idées, des mesures, je ne crois pas. Et donc, il y a eu ces 10 milliards il y a moins d'un mois. Ils sont déjà un effort important pour les ministères, pour le ministère de l'écologie, pour le ministère de l'éducation, pour beaucoup de ministères. On ne va pas tous les jours remettre l'ouvrage sur le métier. Clément Beaune, vous avez payé de votre poste de ministre le fait d'avoir critiqué le gouvernement sur la loi immigration. Est-ce qu'il est impossible d'être en désaccord avec Emmanuel Macron aujourd'hui ? Et non, je ne crois pas que ça se passe comme ça, mais... Pourquoi c'est ressenti comme ça ? Mais ce n'est pas ressenti comme ça. Moi, j'ai été au gouvernement. Quand vous êtes dans un collectif gouvernemental, vous pouvez avoir des débats, vous pouvez avoir des doutes. Mais en revanche, on ne peut pas avoir plusieurs lignes sur des sujets fondamentaux dans un gouvernement. Ça, je le comprends parfaitement. Je l'ai parfois vécu moi-même. Mais c'est la règle du jeu. Sinon, on n'est pas honnête et on n'est pas efficace avec les Français. Ceux qui disent que le tempérament d'Emmanuel Macron devient un problème se trompent aujourd'hui ? Je ne crois pas que ce soit le sujet, franchement. Le sujet que le président ou le Premier ministre décide qu'un gouvernement parle d'une seule voix, ça me paraît plutôt simple et sage. Parmi les économies, il y en a à faire sur l'indemnisation des chômeurs, semble-t-il. Certains disent que le gouvernement veut les faire sur le dos des chômeurs, sans noyer le poisson. Êtes-vous pour ou contre la réduction de la durée d'indemnisation des chômeurs ? On sait que les négociations entre partenaires sociaux cette nuit se sont terminées sur un échec. Le gouvernement va donc probablement reprendre la main. Êtes-vous pour ou contre la réduction de cette indemnisation ? Les négociations de cette nuit, qui n'ont pas débouché, elles portaient sur l'emploi des seniors. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu d'accord. C'est dommage. Il y a une question sur les mécanismes de l'assurance chômage. Ce qui est très clair, c'est qu'il ne faut pas faire une réforme d'économie budgétaire.
pour être très clair en réponse à votre question. S'il y a des réformes de l'assurance chômage... Il ne faut pas gratter quelques milliards d'euros sur la durée d'indemnité, c'est ça ? Le gouvernement a justement clarifié ce point. C'était important, je l'ai dit il y a quelques jours. Il ne faut pas que ce soit une réforme de bout de chandelle ou d'économie budgétaire, encore moins sur le dos des chômeurs. Est-ce qu'en revanche, il y a des mécanismes, des dispositifs à revoir l'assurance chômage ? Sans doute. Et il va y avoir une négociation. Je souhaite qu'elle commence par une discussion entre les partenaires sociaux dans les semaines et les mois qui viennent. Spontanément, la question de la durée d'indemnisation, je dis attention, parce qu'on a déjà fait des efforts et on est dans un moment économiquement un peu difficile. Et donc, il faut qu'on garde la logique qu'on a toujours eue. Vous êtes plutôt défavorable pour bien comprendre. Dans une période où c'est difficile sur le plan économique, mais je ne vais pas préempter une négociation où je pense qu'il faut laisser aux partenaires sociaux, y compris les syndicats donc, la négociation dans un premier temps. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas changer de pied. On a une logique et une réforme récente de l'assurance chômage où on disait, quand ça va mal, on protège mieux, il faut garder cela. Vous venez de l'aile gauche de la Macronie, comme le Premier ministre Gabriel Attal, qui fut socialiste. Que reste-t-il de gauche chez Gabriel Attal aujourd'hui ? Il ne faut pas commenter les uns les autres. C'est pas commenter, il y a un moment quand même il y a un positionnement idéologique. Vous avez tous été réunis par Emmanuel Macron parce que vous veniez de tous les horizons. Aujourd'hui, vous demandez à chacun son parcours, mais ce qui a au gouvernement, profondément social et ancré à gauche, social-démocrate. Moi, je suis fidèle à ses convictions. Dans notre projet politique, je prends un exemple d'actualité justement, c'est la question européenne. Sur la question européenne et sur la question sociale, on a été, je crois, les plus engagés, les plus efficaces. Quand on lutte contre le dumping social, contre ce qu'on avait appelé de manière un peu malheureuse le plombier polonais qui faisait de la concurrence à nos artisans en France avec des protections sociales bien moindres il y a quelques années. On a réglé très largement ce sujet par le combat européen. Le combat européen, je pense qu'il est aussi celui que nous menons, un combat social, un combat écologique, un combat social-démocrate. Justement, l'Europe tout à l'heure va voter le pacte asile-immigration. Vous êtes pour. Pourquoi voter ce texte dont la droite et l'extrême droite disent que c'est une passoire migratoire et que la gauche dénonce comme une Europe forteresse ? C'est un très bon exemple. Vous avez des postures radicales, caricaturales d'un côté et de l'autre. Vous avez une extrême droite qui vous dit c'est une submersion migratoire. Absurde. Ce projet vise justement à mieux contrôler les frontières en commun. Parce que si vous ne gérez pas les frontières ensemble, la France, la Grèce, l'Italie, etc., ça ne sert à rien d'avoir des règles nationales si on n'arrive pas à traiter les problèmes d'entrée sur le territoire européen qui, en général, ne passent pas par la France. Et puis, d'un autre côté, on a des personnes qui ont droit à l'asile. Et c'est notre fierté, notre devoir, notre Constitution d'ailleurs le dit, d'accueillir. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solidarité européenne. Ce qui est d'ailleurs au détriment de la France. Aujourd'hui, en fait, chaque pays devra prendre sa part, ou sinon il faudra payer quand on refuse d'accueillir. Il faudra payer ou il faudra aider les autres. Si par exemple la Hongrie veut s'affranchir d'une aide ou d'un accueil des réfugiés, des personnes qui ont droit à l'asile, il faudra qu'il aide la Grèce à traiter le sujet. C'est un minimum qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc les gens qui vous disent qu'ils sont contre ce mécanisme de solidarité, sont contre l'intérêt de la France aussi, parce qu'aujourd'hui, on accueille sans que la Pologne ou la Hongrie, par exemple, soient solidaires avec nous. Mais c'est très intéressant aussi, on défend justement cette ligne d'équilibre et d'efficacité au niveau européen, meilleur contrôle des frontières, accueil solidaire des demandeurs d'asile, là où les autres partis politiques, aucun d'entre eux n'assume cette logique en France dans le débat européen. Et on voit bien d'ailleurs l'inefficacité de ces partis politiques, je pense à gauche et à droite, puisqu'ils sont très minoritaires, ce sont des groupuscules minoritaires dans leur parti politique européen. Raphaël Glucksmann est contre son vote de son parti européen et M. Bellamy est contre le vote de son parti européen. Ils sont contre, mais pas pour les mêmes raisons. Vous êtes porte-parole de la campagne de Valérie Hayé. Dans cette campagne, le dernier sondage publié hier soir par Le Figaro et réalisé par l'IFOP place le RN à 32%. Votre candidate Valérie Hayé à 18,5 en baisse de 0,5 et la liste de Raphaël Glucksmann en hausse de 1 point à 12. Pensez-vous sérieusement pouvoir inverser la dynamique ou est-ce que pour les européennes, c'est plié ? Oui, bien sûr qu'on doit inverser la dynamique et qu'on doit mener cette campagne avec l'idée de gagner. C'est une campagne qui, pour l'instant, n'a pas de liste et pas de programme chez vous. Mais, on est à 2 mois, on ne connaît pas la liste, on ne connaît pas le programme. Les autres listes ont publié leur programme ? C'est pas parce que les autres ne le font pas bien que vous ne pouvez pas le faire bien. Mais je pense qu'on le fait bien parce que Thomas Soto, on n'a pas inventé, nous, notre conviction européenne à 2 mois de ces élections européennes. Depuis 7 ans, on défend une ligne qui est très simple et très claire, la souveraineté européenne. On l'a fait, ce n'est pas des slogans, sur beaucoup de sujets, quand on a fait un plan de relance commun, quand on a lutté contre le dumping social, quand on a voté un plan de soutien à l'agriculture qui n'a jamais été aussi important au niveau européen. On a souvent été les seuls à le faire. Et on voit bien que les autres partis politiques sont marginaux au Parlement européen, dans leur propre famille politique. Moi, je ne veux pas une France marginale, je veux une France centrale en Europe. Et honnêtement, on est les seuls à pouvoir porter cette efficacité européenne aujourd'hui. Et on n'a pas attendu cette campagne. On va faire des propositions dans les 2-3 prochaines semaines très précises. J'espère que les autres aussi. Parce qu'il y aura un mois pour que les électeurs puissent faire le dire qu'on veut un budget européen de défense, dire qu'on veut défendre le nucléaire, ce que ne propose pas la gauche européenne au niveau européen, dire qu'on veut un budget européen plus important pour investir dans les grandes filières industrielles de demain. On ne l'a pas inventé maintenant. On le renforcera. Et je pense que quand on regarde le bilan qu'on a porté depuis 5 ans au Parlement européen, on peut se dire
qu'on a une crédibilité et qu'on peut nous faire confiance dans les 5 ans qui viennent. Dernière question rapidement, parce qu'on est au bout. Beaucoup de jeunes veulent voter RN. Quand la droite a échoué, que la gauche a échoué et que la Macronie a déçu, quel argument vous reste-t-il pour les en dissuader en quelques mots? Mais regardez à quoi ça va servir pour votre avenir. Il y a des gens qui, avec beaucoup de démagogie, ont dit aux jeunes d'Angleterre, votez pour le Brexit, vous serez mieux à l'écart de toute cette bureaucratie, de tout ce qui est compliqué à Bruxelles. Aujourd'hui, c'est un drame pour le pays, pour le Royaume-Uni. Moi, je ne veux pas qu'on se réveille demain parce qu'on a voté pour celui qui faisait le plus de selfies, M. Bardella, avec la gueule de bois française et européenne, pour notre jeunesse en particulier. Je leur dis, regardez bien, allez voter, et ne votez pas pour des partis qui sont contre vous. Merci Clément Beaune d'être venu dans les 4V. Bonne journée à vous. Merci à vous. Merci à tous les deux. Merci également à Sophie Berger-Finot pour la traduction en langue des signes. Dans un instant, on va pousser la chansonnette avec les coquettes. À tout de suite. Courte pause.